Anti-chute, fitness, parc de loisirs, ski nautique, ski alpin. Pour l'achat d'un shampoing Head & Shoulders plus 4 timbres, une activité au choix offerte. Plus d'infos sur headandshoulders.fr. La nuit de l'homme, le nouveau parfum masculin, Yves Saint Laurent. Oh, c'est Noël. 1 euro la deuxième machine. Café Malongo. Un vrai expresso. Angel, Thierry Mugler. Travailler l'estomac noué par la faim, compter sur les amis, puis sur les restos du cœur pour avoir un repas chaud. Cette situation, Mathieu, 26 ans, l'a connue. Le jeune homme avait pourtant bien commencé sa vie professionnelle comme commercial, mais la crise est passée par là. Un licenciement et quelques dettes plus tard, Mathieu s'est retrouvé sans rien, à pousser la porte des restos du cœur. Là, il a trouvé plus que des aliments, des oreilles attentives et des conseils qui lui ont permis de remonter la pente. Aujourd'hui, Mathieu a de nouveau des projets professionnels. Il revient avec Thierry de Mézières sur cette épreuve qu'il n'aurait, comme nombreux parmi nous, jamais cru vivre un jour. C'est le portrait de la semaine. Mathieu n'a pas 30 ans, il est non qualifié. De chômage en petit boulot, il a mené une vie de galère jusqu'au jour où, perclus de dettes, il a dû prendre le chemin des restos du cœur. Ils l'ont aidé à se nourrir, puis à se relever. Aujourd'hui, il est debout, mais tient sur un fil. Il a beaucoup maigri, énormément grossi. Il a connu la faim, puis la malbouffe, puis le trop de bouffe pour décompenser. Tout au début, on s'oriente plus vers les amis pour non pas leur demander de l'argent, très loin de là, mais au moins leur demander un paquet de pâtes. Vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça. Compliqué? C'est très compliqué. C'est l'orgueil, faut se le mettre dans la poche, et puis surtout, même des années après, le jour où on en parle, on en a des frissons parce qu'on se dit mince, on descend bien bas. Est-ce qu'on préfère appeler les copains que la famille? On pense appeler d'abord les copains que la famille. C'est compliqué aussi d'aller taper à leur porte en leur disant j'ai plus un centime pour manger? C'est pas compliqué, c'est inconcevable. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on en arrive à appeler les restos du cœur? C'est mes amis en question qui, un beau jour, qui ont quand même une vie de famille, et du coup, qui un beau jour nous ont emmenés là-bas en nous disant voilà ce qui existe comme organisme pour vous nourrir. Qu'est-ce qui vous restait? Une voiture, je crois? Oui, une voiture. Je roulais en belle voiture allemande que mon père m'avait donnée bien gentiment. Et au final, quand on a une belle allemande, on n'a qu'une seule idée en tête, c'est de la cacher ou de la vendre. Mais on était dans une situation où on tournait en rond, parce que vendre la voiture voulait dire difficulté pour aller travailler. Donc après, on la cachait, quoi. On se garait. Pourquoi vous la cachez? Quand vous arrivez au Resto du Cœur avec ce genre de véhicule-là, vous avez plutôt intérêt à la cacher, parce que les gens ne comprennent pas, et même vous, vous avez honte. Vous avez honte déjà d'aller au Resto du Cœur, et d'autant plus avec ce genre de véhicule. Vous dormiez dans la voiture? Ça nous est arrivé, oui, en plein hiver. Et la première fois qu'on va au Resto du Cœur? Première fois qu'on va au Resto du Cœur, on prend une grande claque. C'est dur? Oui. Humiliant? Très. Excusez-moi. C'est vieux de 3 ans et ça vous marque encore? C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est surtout se dire qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'en suis là? Ben oui. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer dans une vie. On descend beaucoup plus vite qu'on ne monte. Le seul mot qui sort quand on va là-bas, c'est une larme sur le visage. Vous passiez tous les jours? 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Vous avez eu besoin des Restos du Cœur combien de temps? Pendant presque 2 saisons. Et aux employeurs et à vos copains, vous le cachiez que vous alliez au Resto du Cœur? C'est comme une... Ah bien sûr, oui. On ne le dit pas? Ah non, c'est une tare.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre d'aller à un entretien d'embauche et de dire voilà, je suis bénéficiaire des Restos du Cœur, prenez-moi. Vous avez retrouvé un emploi? Oui, enfin c'était même un peu plus difficile que ça, puisque il a fallu cumuler plusieurs travails en même temps pour non seulement payer les dettes et payer le loyer et se payer à manger tout simplement. Et puis la crise est arrivée à nouveau? La crise est arrivée, oui. Relicenciement. Resto du Cœur? Alors ça a failli. Et puis là, en revanche, il y avait les parents. Et encore, j'ai pas eu le courage de leur dire en face, je leur ai fait un courrier. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils nous ont répondu un coup de téléphone et venez manger à la maison. Il y a des jours où vous ne mangiez pas du tout? Oui, bien sûr. Aller au travail, partir le matin de bonne heure de la maison, aller au travail, faire des missions à intérim dans le BTP et pas manger le midi, faute de moyens. Et ne pas le dire? Et surtout ne pas le dire, oui. Et puis après... Qu'est-ce qu'on fait devant les copains lors du déjeuner? On s'écarte. On s'écarte, on va ailleurs. On fait mine d'être au régime. Je dirais que ça a été mon avantage d'avoir été fort avant. Et on peut travailler lorsqu'on n'a rien dans le ventre? Quand on n'a rien dans le ventre et qu'on va travailler, c'est pas avec le physique qu'on va travailler, c'est surtout avec notre tête. Parce qu'on se dit, la seule chose qu'on se dit quand on se lève le matin pour aller au travail, c'est dire voilà, ça va être difficile, mais j'y vais pour gagner mon pain à la fin du mois. Et on a des rêves de bouffe? Bien sûr, surtout quand on voit à la télévision des pubs sur la viande ou autre et qu'on voit un bon steak passer devant la télé, effectivement, on le voit. Ça fait saliver? Oui. Alors on éteint la télé. Et j'imagine que lorsqu'on se nourrit mal, la malbouffe, non? Je suis sorti des Restaurants du Cœur, je faisais 80 kilos et quand on a commencé à pouvoir s'acheter enfin notre bouffe, j'ai pris 60 kilos. Donc, parce qu'on s'achète tout ce qu'on n'a pas pu manger avant. On s'achète de la glace, on s'achète de la charcuterie, donc on mange un peu tout et n'importe quoi, n'importe quand, et au final on arrive à 140 kilos. Vous avez 26 ans, vous vous sentez vieux aujourd'hui, de toutes ces expériences? Ah oui, oui. Ma femme le reproche assez. On sombre à un point où on peut même penser à mettre fin à sa vie, oui. Vous avez pensé au suicide? Oui. Oui, une fois, avant de rencontrer ma femme aujourd'hui. Ouais. Quelle est la phrase qui vous a le plus aidé? Est-ce que c'est une phrase déjà ou c'est un plat de pâtes au Resto du Cœur? C'est le coupon dans le cul. Déjà, le premier qu'on reçoit, c'est quand on franchit la porte. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est les bénévoles qui vous le donnent. Pour que... Bouge-toi. Oui. On veut plus te voir ici. C'est la fin de ce 7 à 8. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe vous donne rendez-vous le 3 janvier prochain et vous souhaite de très bonnes fêtes. D'ailleurs, au moment de remballer le sapin de Noël, n'oubliez pas de vous procurer le sac à sapin dont une partie des bénéfices va à Handicap International. À suivre, Claire Chazal pour le journal. Très bonne soirée sur TF1. C'est 7 à 8. Téléviseur Samsung. Nouvelle Opel Astra. Découvrez la suite sur opel.fr. Opel. Moi, quand je veux leur faire la surprise d'une brioche toute chaude, faite maison, et voir leurs yeux briller comme ça. Tout simplement, je choisis Francine. Et ça se voit. Si c'est Francine, c'est réussi. Existe aussi en bio. Classique, le parfum des femmes, par Jean-Paul Gaultier.
nouveau Canon Digitalixus 200 IS. Avec ultra grand angle 24 mm et grand écran tactile. Plus que des photos, des histoires. Lindt, Champs-Élysées, entrez dans la féerie des maîtres chocolatiers Lindt. Délicatesse, passion et gourmandise pour enchanter vos fêtes de fin d'année. Lindt, la passion de la finesse. Qu'est-ce qu'on vous prépare de bon pour Noël? Bah, je sais pas, tu veux que je te fasse une liste? La soupe aux nouilles, des petits gâteaux, comme tu les aimes. Un caviar somptueux. La fraise la plus délicieuse du monde. 3 grandes frites. La spécialité de Tony Parker. Des asperges, du thon, des saucisses. J'aime pas les saucisses. Quelle idée de merde. Je sais pas comment vous remercier. Le Noël de Canal+, c'est Noël, mais en mieux. Aujourd'hui, le béton a acquis ses lettres de noblesse et offre des applications sophistiquées pour un intérieur très tendance. Retrouvons vite un expert en la matière. On a commencé il y a une quinzaine d'années à avoir plus de techniques, à avoir des bétons plus performants, à sophistiquer les moules et maintenant avec le béton pratiquement on peut faire ce qu'on veut. Les tables basses, il peut y avoir des fauteuils, des sculptures. En tout cas, le béton valorise beaucoup le bois, valorise pas mal de matériaux. On peut très bien avoir un sol en béton et avoir un meuble très sophistiqué. Donc on peut le mélanger avec tout. Incroyable, le béton habille aujourd'hui toutes les surfaces et se plie à toutes nos envies. Moulé ou poli, brut ou teinté, ce matériau avec sa minéralité donnera un côté très design à votre intérieur. Alors, bétonnez votre déco. Des idées, des tendances pour la maison, c'était Repérage Déco avec Fly. Les enseignements de Jean-Pierre Foucault sont inestimables. Méditation. Il faut maintenant essayer de se souvenir. Révélation. Est-ce que c'est votre dernier mot? Mais il n'y a pas que des trésors spirituels. On peut aussi gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Demain à 18h55 sur TF1. Demain sur TF1 à 13h55, Beethoven. J'ai rêvé d'un beau petit chien et il est venu. À 15h25, Cars. Oh, je m'appelle Martin. Monsieur, j'ai une voiture de course très connue. Louis, tu nous aimes là. Tu t'es fait faire un petit tatouage au-dessus de la placard. À 17h25, appelez le Père Noël. Demain 13h55, Beethoven, 15h25, 17h25, et moi le Père Noël, 27 sur TF1. Pour préserver l'avenir de nos enfants, retrouvez Là où je t'emmènerai avec GDF Suez, acteur engagé pour l'environnement. Là où je t'emmènerai. J'aimerais bien préserver Marseille. Moi, je suis arrivé à Marseille avec mon bateau en 1966 et je suis tombé en amour, comme on dit au Québec, de cette ville. Marseille, moi, c'est les gens. Je vois un peu le marché de Gilbert Bécaud, quoi. C'est les cris, les produits avec l'accent, évidemment. Mais donc, Marseille, c'est ça. C'est ce melting pot, comme on dit en bon français. Turcs, des Grecs, des gens d'Afrique du Nord, tout ça, ça mélange et ça fait Marseille. Donc déjà, c'est tout pour me plaire. Là où je t'emmènerai. Il y a tout, il y a la mer, il y a le soleil, il y a le Notre-Dame de la Garde qui nous garde, il y a une lumière, évidemment, qu'on ne trouve que sur la Méditerranée. Quand on a vécu comme moi longtemps sur un bateau, à l'époque, on n'avait pas ce sens écologique et des problématiques de l'eau. Je crois que c'est la première chose à laquelle j'ai vraiment appris à faire attention, c'est l'eau. Comme pour tout, tout est dans l'éducation. Il n'y a que ça, quoi, l'éducation. Là où je t'emmènerai. C'était Là où je t'emmènerai avec GDF Suez.
Ce soir, à 20h45, Gérard Houry embarque Bourvil et De Funès dans la Grande Vadrouille. À 23h10, les experts. Ils réinventent leur méthode à chaque investigation. 20h45, la Grande Vadrouille. 23h10, les experts. Ce soir, sur TF1. Le monde de Narnia, mardi à 20h45 sur TF1. Il y a très longtemps, Ulysse arriva sur le lac, apportant le secret d'une recette merveilleuse. Et alors, les dieux lui donnèrent cette recette. Et c'est ainsi que le secret de la gourmandise arriva chez les hommes. Peut-on fêter Noël sans faire au rocher? Children get so happy on a Christmas day. Children get so happy on a Christmas day. Santa Claus coming, and he's Santa Claus coming. Santa Claus. Et si Noël Internet, profitez de vos toute l'année. Orange. Réveil étant Tony Lamborghini. Enfin. Un mouvement qui élimine 2 fois plus de blagues dentaires qu'une brosse à dents classique. Un mouvement qui vous procure la sensation d'un nettoyage chez le dentiste. Oral-B, rejoignez le mouvement. Dans les fêtes, Oral-B vous rembourse jusqu'à 30 €. Forcément, ça fait envie. Au sauvage. Par Christian Dior. Avec Microlax, libérez-vous de votre constipation occasionnelle en 20 minutes. Microlax soulage en 20 minutes. Microlax, médicament réservé à l'adulte. C'est pas facile aujourd'hui de mettre de l'argent de côté. L'épargne c'est l'avenir, mais l'avenir est flou. Quand on perd tous ses repères. Je veux pas du pénible, je veux du disponible. Du souple et du garanti. Oh, je sais plus où placer mon flou. Oh, j'ai vraiment le blues. Vous connaîtriez pas un impresario? Non, mais je connais un spécialiste de l'épargne. Aujourd'hui, plus que jamais, l'épargne, c'est à la caisse d'épargne. Very irrésistible, Givenchy. Nouvelle Opel Astra. Découvrez la suite sur opel.fr. Opel. Un jour, un dieu offrit à une déesse un merveilleux cadeau. Ferrero Rocher et 2 délicieuses recettes. Ferrero Collection, le cadeau divin. Profitez du temps des fêtes en regardant la météo avec la Fondation Swiss Life. Fondation Swiss Life. Bonsoir, il fait un peu moins froid ce soir et il neige de moins en moins. Il n'empêche, il y a encore 28 départements en vigilance orange ce soir. La neige tombe toujours, même si c'est en quantité moindre, auquel il faut rajouter ce 29e, le Pas-de-Calais, parce qu'on craint des averses de neige et des pluies verglaçantes cette nuit et aussi demain matin. Regardez les prévisions d'ailleurs de Météo France pour demain matin. On va retrouver cette perturbation neigeuse dans sa partie est, pluvieuse dans sa partie ouest, mais attention au risque de verglas, et puis des averses de neige sur l'extrême nord. Et regardez, cette perturbation, elle va se diriger petit à petit vers le nord, parce que l'air dynamique vient du sud, il arrive avec de la pluie, avec des vents forts, et aussi avec de la douceur. Voyez les températures prévues par Météo France demain matin, en hausse, il fera encore froid, bien sûr, température négative dans le nord, mais rien à voir avec ce qu'on a connu les jours précédents, le maximum pour la Corse, et pour La Rochelle et les Sables d'Olonne. L'après-midi, les températures
températures vont continuer à monter partout. Elles resteront faiblement positives dans le nord, mais il fera brutalement 12 degrés à Biarritz, à Perpignan ou à Marseille. Et le maximum est prévu à Ajaccio avec 14 degrés. Les 2 jours suivants, le redout va s'installer de manière un peu chaotique. Une perturbation va traverser le pays du sud-ouest jusqu'au nord-est mardi avec de la pluie, mais peut-être de la neige dans sa partie occidentale. De part et d'autre, plutôt du soleil. Quelques nuages encore pour les Alpes et pour les Pyrénées. Et puis mercredi, le temps sera un peu plus clément, mais un peu plus froid aussi sans doute, avec des averses côtières. Et je reviens sur tout ça après le journal de Claire Chazal. À tout à l'heure. C'était la météo avec la Fondation Swiss Life. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, la vague de grand froid qui sévit sur la plupart des régions. La neige est tombée en abondance tout le week-end et la circulation est restée difficile. En ces jours de grand départ, l'alerte orange de Météo France concerne encore une trentaine de départements, mais Catherine Laborde le disait à l'instant, ça devrait s'améliorer. Trafic également perturbé dans les aéroports et dans les trains puisque les intempéries ont provoqué de nombreux blocages, notamment l'interruption du trafic des Eurostars qui reprendra au mieux demain. Les experts cherchent à expliquer les pannes et des milliers de voyageurs ont dû reporter leur traversée. Les derniers achats de Noël à quelques jours du réveillon et une belle affluence chez les commerçants qui étaient restés ouverts ce dimanche. Il y avait beaucoup de monde, notamment dans les grands magasins parisiens. Une actualité sportive marquée par de nombreuses récompenses côté français, l'argent pour les handballeuses et le trophée de meilleur joueur de football pour Johan Gourcuff. Enfin, une très belle école de cirque, le cirque Fratellini qui forme les jeunes aux acrobaties et aux arts du mime. Nous assisterons dans ce journal à la naissance de talents et à quelques démonstrations éblouissantes. C'est un temps exceptionnellement froid qui règne sur tout le pays depuis vendredi. L'épisode hivernal semble s'éloigner, on le disait, mais la neige est tombée en abondance, y compris sur l'ouest. Et dans le nord, les habitants ont eu bien du mal à circuler, notamment sur les axes secondaires. Voyez le reportage de Guillaume Desplanques et Gauthier Delobette. Une couche de 10 cm sur un sol gelé, ce matin, les fortes chutes de neige ont mené la vie dure aux automobilistes. Les chaussées glissantes, de nombreux nordistes ont préféré laisser leur voiture au garage, quitte à trouver d'autres moyens de locomotion. La neige est bonne ? La neige est très bonne. Voilà. Il manque un peu de pisteur pour la tracer, mais elle est très bonne. Alors courir sous la neige, c'est quelle impression ? Que du plaisir. On sent, il y a une sensation de silence. Et puis on a l'impression de courir un peu dans du sable aussi. À la mi-journée, le passage des saleuses sur les grands axes et le retour du soleil ont rendu les voies plus praticables. Mais la neige n'a pas fondu pour le plus grand bonheur des familles. Attention, c'est parti. Et oui, la luge est la star de cette journée hivernale. Même Droupy se transforme en chien de traîneau. Sa maîtresse a l'impression d'être au sport d'hiver. C'est génial. Les vacances scolaires, les enfants, tout le monde dehors, les gens souriants, c'est super. Pas de problème, la vie est belle. Moins téméraires, les plus petits sont tractés par les plus grands. Beau dimanche, c'est carrément excellent. C'est un bonheur. Je sais les sports d'hiver sans partir. C'est ça qui est génial. On n'a même pas besoin de payer. On skie et c'est génial. Après un léger radoucissement, les températures vont à nouveau chuter cette nuit. Sur les routes, le verglas va remplacer la neige. L'appel est à la prudence. Et on rappelle que l'alerte orange de Météo France concerne encore ce soir une trentaine de départements, mais on s'oriente vers la fin de l'épisode de temps très froid. Les températures les plus basses vont concerner l'Est. Et ce soir, on le précise tout de même, le plan intempérie a été déclenché en Lorraine et l'autoroute A31 est restée bloquée à la frontière avec le Luxembourg, dans le sens Thionville-Luxembourg, bloquée par plusieurs poids lourds. Difficulté également ici dans les Vosges, entre Épinal et Nancy. Puis d'autres images de circulation difficile, cette fois sur l'autoroute A5 entre Troyes et Paris, où les voitures n'ont roulé que sur une file en raison des chutes de neige. J'ajoute que 15 000 foyers sont restés privés d'électricité dans une trentaine de communes du sud de l'Alsace après la chute d'un arbre sur une ligne à haute tension, un arbre qui était chargé de neige.
Le mauvais temps a gêné les départs en vacances de Noël, on l'a vu, que ce soit sur les routes, on vient de le voir, ou dans les trains, avec notamment l'interruption du trafic des Eurostars. Plusieurs milliers de personnes ont été contraintes de trouver d'autres moyens de transport. Les pannes en série pour lesquelles les experts n'ont toujours pas d'explication. Ludovic Romanens avec Catherine Gentil à Londres. Durant tout le week-end, Eurostar a accumulé les pannes inexpliquées. Tout a commencé vendredi. 5 trains s'immobilisent dans le tunnel entre 19h30 et minuit. Pour dégager et évacuer les 2000 passagers piégés, il aura fallu près de 12 heures. La compagnie décide alors de suspendre toutes les rotations. Samedi après-midi, pourtant, un Eurostar quitte la gare du Nord à Paris. 500 passagers sont à bord. Il entre dans le tunnel et tombe à son tour en panne, non loin de la sortie côté anglais. Les passagers se retrouvent valises à la main dans les coursives du tunnel. Ils rejoignent une rame de substitution. 8 heures, c'est incroyable, vraiment incroyable. J'étais avec ma fille de 4 ans. Elle marchait avec moi sur les rails, juste à côté des lignes en fonctionnement. Pour tenter de comprendre les raisons de ces pannes à répétition, ce matin, 2 trains test quittent Paris. À l'intérieur, aucun passager mais des techniciens. Ils ont franchi le tunnel sans encombre. Les relevés effectués sont en cours d'analyse, mais 2 hypothèses techniques sont envisagées avec les mêmes conséquences. La présence d'eau en trop grande quantité dans la motrice. Pour Eurostar, cela proviendrait d'une part d'un problème de condensation. L'air est glacial à l'extérieur, très chaud dans le tunnel. Ou de la fonte de la glace accumulée sur le train, le tout provoquerait des courts-circuits. C'est un phénomène que l'on n'a jamais rencontré. Les conditions hivernales sont difficiles tous les ans, on est préparé à cela, nos rames sont préparées pour ceci et on n'a jamais un nombre aussi important de dégradations en un temps si faible. Aucun retour à la normale n'est programmé. Près de 50 000 voyageurs étaient attendus ce week-end. La compagnie propose de rembourser tous les billets et prévoit un dédommagement au cas par cas. Et les voyageurs ont dû également s'armer de patience dans les aéroports. Un certain nombre de vols avaient été annulés à Roissy ou à Orly ce matin. Les autres avions ont généralement décollé avec du retard, mais la situation semble s'améliorer ce soir. Le point avec Servan Adron et Pierre Dehorne. 4 vols sur 10 annulés dès hier soir. Encore fallait-il le savoir. Ce passager, par exemple, essaie de prendre son vol pour Tunis depuis vendredi. 3 allers-retours à l'aéroport, pour rien. À chaque fois qu'on téléphone à Air France pour quoi que ce soit, nous on a des cartes Flying Blue, etc., ils nous redemandent à chaque fois nos mails, nos téléphones. Donc à quoi ça sert d'amasser toutes ces données si, quand on en a vraiment besoin, ils ne sont pas capables d'envoyer un SMS? La neige est tombée pendant 2 heures. Aux annulations se sont ajoutés les retards, surtout sur les vols intérieurs. Oui, donc c'est cette queue-là. Ouais. Oh là là. D'accord, merci bien. Sinon, il y a une... Compréhensif les premières heures, les passagers commencent à s'énerver en début d'après-midi ou à se résigner. Sur les pistes, la neige ne tombe plus. Et là maintenant, je cherche un avion ou un train. J'ai été voir pour trouver un train, il n'y a pas de TGV. Et là, je vais faire la queue pour prendre un avion, simplement pour descendre sur Nice. Encore à la limite que la neige retarde des vols, je suis tout à fait d'accord. Mais qui mettent du personnel, qui informe les gens et qui les renseigne. Parce que là, franchement, on est resté dans le vague pendant des heures. Et rien. Selon la Direction générale de l'aviation civile, ce soir, les retards sont résorbés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Néanmoins, des annulations sont à prévoir demain matin. Les compagnies aériennes devraient annuler 2 vols sur 10. La vague de froid a fait plusieurs victimes. Un homme retrouvé mort dans sa caravane près d'Arras, un SDF hier soir à Marseille. Les intempéries ont suscité en tout cas un élan de solidarité. À Paris par exemple, l'association Les Enfants du Canal a lancé un appel au bénévolat par Internet pour mener des maraudes citoyennes et elle a été entendue, comme l'ont constaté Benoît Cristal et William Wilm. Quadrillé, tout un quartier par moins 4 degrés. Ce n'est pas leur travail. Ces bénévoles prennent sur leur temps libre pour effectuer des maraudes. Ils ont un espoir, une mission, sortir les SDF de leur isolement. En tout cas, je suis toujours aussi ravie de te voir. À la rue depuis 9 ans, Michel semble apprécier ce nouveau contact, mais presque timidement, il explique qu'il n'ira pas dans un foyer ce soir. Sinon, non, les foyers, j'étais qu'une fois. Tu n'appelles pas le 115 Non, j'étais qu'une fois, j'étais déçu. Puis que ici, moi, je viens à l'heure que je veux, je mange à l'heure que je veux. Bon, c'est pas une solution non plus, hein, c'est sûr. Bah, tu sais, bientôt, ça va s'aggraver la température. Hein. Et tu pourras pas tenir le coup. Hein. C'est sûr. Donc, tu passes nous voir et on fait essayer de quelque chose ensemble. Hein.
Il faut souvent plusieurs semaines pour convaincre un SDF de rejoindre un foyer. Plus d'1 an pour qu'il accepte de chercher un logement stable. Pour les bénévoles, ce travail de longue haleine commence ici par une simple discussion dans le bus de cette association. Parce que je te jure, tu m'aurais vu il y a 2 ans. J'avais laissé tomber. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui dorment encore dehors. Alors, le froid suscite beaucoup d'émotions, on le voit d'ailleurs, c'est pas anodin. Hein. Bon, ce qu'on espère nous, c'est que tout au long de l'année, des personnes s'engagent comme ça, ponctuellement, même si c'est 2 fois dans l'année, mais à venir à la rencontre. Il y a des périodes d'hiver qui sont dures, il y a des périodes d'été qui sont tout aussi dures. En avant. Pour la première fois, l'association Les Enfants du Canal a recruté ses bénévoles par Internet cet hiver. Succès immédiat. Les maraudes citoyennes continuent donc tant que le grand froid touche la France. Et la neige et le froid qui n'ont pas épargné les autres pays européens, ni les États-Unis, où un violent blizzard a balayé la côte Est, perturbant fortement le trafic aérien et les transports publics. Un tour d'horizon avec Caroline Bell. Washington sous 40 cm de neige en moins de 24 heures, du jamais vu depuis les années 30. De la Nouvelle-Angleterre à la Caroline du Nord, la tempête que subit toute la côte est des États-Unis est exceptionnelle. Je suis sorti il y a 10 minutes et regardez mon pare-brise. C'est complètement fou de rester dehors. 3000 accidents de la route en Virginie, des avions par centaines cloués au sol, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité et Central Park, en plein New York, transformé en piste de ski de fond. La neige et le froid se sont aussi abattus sur l'Europe. En Belgique, en fin de matinée, les aéroports se sont retrouvés paralysés. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons faire face. Nous déneigeons, mais la piste est aussitôt impraticable. Les matchs du championnat de football ont été annulés, tout comme à Utrecht, aux Pays-Bas. En Allemagne, le mercure frise les moins 20 degrés, avec un record de moins 33,6 en Bavière. En Pologne, le froid a tué 15 personnes en une seule journée. Et en Roumanie, pour secourir des blessés, tracteurs et hélicoptères ont remplacé les ambulances bloquées au sol par 2,50 m de neige. Le sud de l'Europe n'a pas été épargné. En Italie, le dôme de Florence et le Ponte Vecchio se sont parés de blanc et les automobilistes armés de patience. Même le nord de l'Espagne a décrété l'état d'alerte après une nuit à moins 20 degrés. Et encore une image d'intempérie avec ces pluies verglaçantes qui ont provoqué un carambolage ce matin sur l'autoroute A64 entre Bayonne et Toulouse. L'accident tout à fait spectaculaire qui n'a heureusement pas fait de blessés a impliqué une quinzaine de véhicules, dont un car qui transportait des passagers roumains. L'autoroute a été coupée dans les 2 sens. À quelques jours de Noël et de façon plus réjouissante, les commerçants étaient restés ouverts pour la plupart en ce dimanche et ils n'ont pas désempli. Il y avait notamment beaucoup de monde dans les grands magasins parisiens, comme nous le montrent Anne-Claire Coudray et Eric Béra. Se mettre dans l'ambiance, retrouver les chansons de son enfance, mais surtout ne pas perdre de vue l'essentiel. Ce qui nous plaît, c'est leurs applaudissements, leurs sourires, leurs encouragements. Et ce qui va nous faire acheter des cadeaux de Noël à ceux qu'on aime, c'est l'argent qu'ils vont mettre dans la petite boîte. Les cadeaux, ça tombe bien. Le quartier s'y prête et les clients s'y pressent. Dernier jour, derniers achats, à moins que. C'est malheureux, mais on commence. Je suis un peu désespérée. J'ai encore jusqu'à ce soir parce que je bosse lundi, mardi, mercredi, donc c'est maintenant qu'il faut tout faire. Et c'est bien connu, les clients en panique sont toujours prêts à payer plus. Décembre représente 25% des recettes de l'année, grâce notamment à des journées comme aujourd'hui. C'est plus de 150 000 personnes dans le magasin, pour environ 3200 collaborateurs qui vont travailler aujourd'hui. D'autres refuseront de nous divulguer leurs trouvailles pour la bonne raison que c'est le Père Noël qui décidera. Est-ce que tu as été sage? Oui. Droit à toute la panoplie de la police, je crois. La police, justement, très présente dans le quartier. Le plan Vigipirate a été renforcé et les patrouilles sont discrètes mais nombreuses. Un bus a même été transformé en commissariat mobile pour les plaintes des victimes des pickpockets attirées par l'affluence. La nuit tombe, les trottoirs s'engorgent. Et la guerre entre piétons et automobilistes mène certains carrefours à 2 doigts de la crise de nerfs. Mais la préfecture n'a pas lésiné sur les moyens. 8300 agents ont été mobilisés à Paris pour les fêtes de fin d'année.
Et pendant cette période de fête, vous l'aurez sans doute constaté, les marchés de Noël se sont multipliés cette année un peu partout en France. Après Strasbourg, qui a toujours respecté la tradition, les Champs-Élysées à Paris ont été envahis par les petites échoppes. C'est une nouvelle activité très importante. Mais voyons d'où viennent les produits, de l'artisanat local ou de l'étranger. Des éléments de réponse avec Juliette Duquesne, Régis Rouanet et Robert Roussy. À Strasbourg, depuis 5 siècles, sur les Champs-Élysées depuis 2 ans, mais aussi à Caen. En décembre, les chalets en bois envahissent pratiquement toutes les villes françaises. Mais quels produits les consommateurs pensent-ils acheter sur ces marchés de Noël ? On vient pour le côté typique, le côté régional, terroir. Un peu différent que des grandes surfaces. Donc ici, il y a plus des choses artisanales. Et pourtant, en se baladant à Strasbourg, à Paris ou à Caen, on retrouve parfois les mêmes produits. Je suis employée par une personne, une société qui a plusieurs marchés sur toute la France. Des articles qui ne sont bien sûr pas conçus de façon artisanale. Impossible d'avoir des chiffres précis, mais beaucoup de produits vendus sur ces marchés sont fabriqués en Chine. Sur ce stand, la peluche la moins chère coûte 3 €. Il y a des très beaux ours qui sont fabriqués en Angleterre, de cette taille-là à peu près, voilà, mais qui seraient vendus ici dans les 60-70 € et bon, je pense qu'ils mettraient du temps à partir. Mais pour le consommateur, difficile de connaître le lieu de fabrication. Cette mention n'est pas obligatoire pour les articles non alimentaires. Seul le marquage CE et l'importateur doivent être indiqués. Ils viennent d'où les produits ? Le sujet est particulièrement sensible à Strasbourg, où les artisans sont plus nombreux. Beaucoup de commerçants ont refusé de répondre à nos questions. Ça fait 20 ans qu'on vient ici et on s'est rendu compte qu'il y avait des produits qui, vu les tarifs et tout, qui ne venaient pas d'ici. Chose que je respecte profondément, mais au moins qu'ils l'affichent, quoi. Et en général, ils font en sorte de ne pas l'afficher, justement. Pour vendre des produits souvent plus chers, les artisans n'ont qu'une solution, mettre en avant une fabrication locale. Là, s'ils ont des doutes, je ne peux plus les aider. Pour se démarquer, d'autres essaient d'innover, un pari qui peut être risqué. Celui-là, je l'ai retrouvé après sur des coussins et c'était des choses qui étaient fabriquées, je ne sais pas, ou en Chine. Donc on n'est pas à l'abri de gens qui viennent vous espionner et puis vous piquer vos idées, voilà. Afin de limiter ces dérives, la mairie de Strasbourg a créé une commission de sélection pour les nouveaux chalets. C'est compliqué, il y a une liberté de commerce en France, mais nous essayons d'inviter les commerçants à tendre à ne pas vendre notamment du Made in China. Une façon pour Strasbourg d'endiguer un phénomène. Certains marchés ressemblent à une simple foire où seuls les chalets illuminés nous rappellent Noël. Et restons dans les préparatifs des fêtes et des tables de réveillon. Nombreux sont ceux qui vont se rendre chez les marailleurs pour acheter des huîtres, des tourteaux ou même du homard. Le crabe, en tout cas, est particulièrement recherché pour ces fêtes de fin d'année et son prix s'envole naturellement. Voyez l'enquête de Christian Roche et Yann Lagoutte. Dernière ligne droite avant les fêtes. Au vivier de l'Octudie, par exemple, la production bat son plein. Pour faire face à cette hausse d'activité, l'entreprise devra même doubler ses effectifs et passer de 20 à 40 salariés. En 10-12 jours, nous devrons expédier à peu près 25% de notre production annuelle. Donc c'est une période qu'il ne faut pas rater et qui est capitale pour notre activité. Grande nouveauté en 2009, l'engouement des consommateurs pour les produits transformés. Il y a tout ce qu'il faut en place. Impeccable. La langouste aussi ? Tourteaux, araignées et autres langoustes sont cuits puis découpés. Ainsi, ils arrivent prêts à consommer sur le traditionnel plateau de fruits de mer de fin d'année. On est à 80 tonnes cette année et par rapport aux 50 tonnes de l'année dernière, ce qui nous fait une augmentation en cuit de 40%. À quelques mètres de là, cet autre marailleur s'est spécialisé dans le poisson, la coquille Saint-Jacques et la langoustine. Mais les temps sont durs et la concurrence féroce. Certains pays cassent les prix et inondent le marché. Pour se démarquer, le professionnel mise tout sur la qualité. On essaye d'avoir le meilleur poisson, le meilleur prix possible par rapport à certains concurrents, ce soit, on va dire, soit en Bretagne ou même à l'étranger, de façon à pouvoir être compétitif et le vendre le plus de poissons possible pour la fin de l'année. Les marailleurs locaux restent tout de même relativement sereins. En ce moment, la pêche est bonne et les approvisionnements conséquents. Les prix à la vente devraient donc rester raisonnables et contenter la majorité des consommateurs.
François Fillon effectue une visite de 3 jours en Chine pour consolider les relations économiques et diplomatiques avec Pékin. Il s'agit de renouer les liens après la brouille survenue à l'occasion de la question tibétaine. Nicolas Sarkozy se rendra sur place l'an prochain. Le Premier ministre était accompagné de nombreux chefs d'entreprise et devrait signer des accords dans le nucléaire et l'aéronautique. Et puis le sommet de Copenhague qui s'est achevé hier sur un accord minimum fixant les grands principes de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors avec nous le ministre qui s'est le plus engagé, le ministre qui a négocié depuis le début à Copenhague, ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo. Bonsoir Jean-Louis Borloo, merci de nous accorder quelques instants. Bonsoir. Alors, Alain Juppé parle d'échec pour ce sommet. Nicolas Hulot parle de formidable gâchis. Quelle leçon avez-vous tiré vous-même du sommet de Copenhague ? Un énorme désespoir par rapport à cet engagement, parce que, cette déception, parce que la France était dans une dynamique, le dynamique du Grenelle de l'environnement, avec des engagements extrêmement forts. Il y avait l'Europe, et puis on était confronté tout d'un coup à d'autres réalités du monde, à la fois les États-Unis qui émettent 4 fois plus que les Français et qui proposent 7 fois moins d'engagement, et puis d'autres grands émergents qui disent oui, on vient avec vous, mais, comme dit le président Lula, moi j'ai été élu d'abord pour nourrir les Brésiliens, les Chinois qui auront d'autres contraintes. Donc on voit bien le décalage entre le fol espoir que nous avions, nous Français, et un accord politique qu'on peut considérer à minima. Donc c'est le choc entre cet espoir et cette réalité. En même temps, le moment de déception est passé, c'est plus le sujet. Maintenant, la détermination est totale. Quelle est-elle ? Premièrement, garantir que ce qui a été acquis, je pense notamment au plan justice-climat français pour l'Afrique, pour le Bangladesh, pour le Cambodge et le Laos, c'est-à-dire 10 milliards tout de suite et 100 milliards d'ici 2020, soit effectivement concrètement mis en place pour lutter contre la déforestation, reforester, apporter de l'énergie renouvelable aux mamans africaines. Il ne faut pas qu'on en reste... Mais est-ce qu'on a les moyens, Jean-Louis Borloo, d'instaurer des accords contraignants, c'est-à-dire de vérifier l'application de tout ce que vous dites, au fond ? C'est ça la question. Non mais, en ce qui concerne les financements de ces opérations du plan justice-climat, elles ont été actées. Il faut maintenant techniquement, et c'est tout le travail de la France, à partir du mois de janvier, de s'organiser pour que les promesses qui ont été faites aux pays les plus pauvres du monde soient effectivement honorées. Et puis deuxièmement, on constate une réelle faillite du mode de fonctionnement onusien qui est à l'unanimité. Le président français veut absolument qu'on modifie ses règles de fonctionnement. Est-ce que l'Europe aussi a bien fonctionné ? Beaucoup disent que l'Europe n'a pas très bien fonctionné. Vous parlez du fonctionnement onusien. Est-ce que l'Europe, elle, a fonctionné ? Est-ce que la France n'a pas monopolisé, j'allais dire, les prises de position en Europe ? Non. Certains le disent dans l'opposition, notamment Benoît Hamon. Oui, enfin, ça c'est un gimmick classique. Heureusement que Angela Merkel, le président Sarkozy et Gordon Brown étaient là, parce qu'il n'y avait aucun papier de l'ONU sur la table. D'où la nécessité de faire cette réunion de chefs d'État qui a permis d'enclencher un certain nombre d'éléments. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a pas une déception. Je suis là pour vous dire qu'est-ce qui va se passer demain. Le président souhaite rencontrer à l'Élysée les ONG à compter de mardi, va prendre des initiatives diplomatiques avec les Européens dans le mois qui vient. Et surtout, on veut s'assurer que les pays d'Afrique, du Bangladesh, d'Indonésie et d'Amazonie, qui eux ont obtenu un plan financier qui était le plan français pour la forêt, et vraiment les résultats. Vous savez, Madame Chazal, le Grenelle de l'environnement français, on a mis des mois et des mois à le mettre en place. Ça crée une dynamique extraordinaire qui est d'ailleurs la mesure en fond de la déception ailleurs. On constate que tout le monde n'est pas à ce niveau-là de préoccupation dans le monde. Donc il faut absolument continuer avec détermination. C'était difficile de faire le Grenelle français. Il y a une union sacrée, il y a eu un Grenelle européen, il n'y a pas encore un Grenelle mondial. C'est ça, mais pensez une seconde que du jour au lendemain, Chinois, Brésiliens, Indiens, Américains, qui n'étaient pas pour l'instant dans ces discussions, arriveraient, non seulement seraient et prendraient des engagements extraordinaires, c'était probablement un petit peu excessif. Mais c'est par la
ténacité de l'action, parce qu'il n'y a pas de temps à attendre sur l'urgence climatique. Merci, que nous allons continuer à avancer. Oui. Mais non, mais en tout cas, merci pour vos paroles après ce sommet de Copenhague. Je crois qu'on a fait le tour de la question. On attend maintenant les rendez-vous, vous le disiez. Donc, merci beaucoup Jean-Louis Borloo. Une réunion à l'Elysée entre Nicolas Sarkozy et les principales organisations non gouvernementales qui s'occupent de ces questions d'environnement. Et puisque nous parlions justement d'écologie et d'environnement, on va évoquer maintenant le problème des nuisances sonores qui se posent de plus en plus dans les grandes villes et notamment dans certains quartiers parisiens la nuit. Les jeunes font la fête, sortent dehors pour fumer et envahissent les rues au lieu de se rendre dans les discothèques ou les restaurants ou les lieux spécialisés. Les professionnels s'alarment et une pétition a même été lancée. L'enquête de Guillaume Hennette et William Wilm. En voyant ce genre d'image, difficile de croire que Paris ne sait plus faire la fête. Et pourtant. J'ai vu ça, zone silence et poster. C'est la fin de la nuit parisienne, vous savez? La phrase est-elle un peu exagérée, ou bien les nuits parisiennes sont-elles effectivement en train de s'endormir? Moi je sais que je sors de moins en moins, de toute façon je préfère faire des soirées chez moi. On est en train de devenir une ville de plus en plus résidentielle. Le comble, c'est qu'on arrive à des offres de tours opérateurs qui proposent des prix cassés pour aller 24 heures passer une nuit à Berlin, à Barcelone, à Londres, parce que c'est pas à Paris qu'on passe la nuit. Soyons honnêtes, les Parisiens savent encore s'amuser. Oui, mais voilà, la tendance serait plutôt au métro boulot dodo, en cause bien entendu la cigarette. Depuis la loi anti-tabac, les fumeurs doivent sortir à l'extérieur pour s'en allumer une. Ils emmènent avec eux leur bonne humeur. Les riverains se plaignent, la police intervient, amende, fermeture administrative. Certains directeurs d'établissements sont obligés de modifier leur programmation. Nous, on était un café-concert et depuis septembre, on se retrouve à ne plus faire de concert. Mon patron, on avait ras-le-bol d'avoir les flics tous les soirs à cause de l'appel d'un voisin, hyper procédurier. Là, par exemple, ce soir, on devait faire un concert de 3 groupes qui sont obligés de jouer à Saint-Ouen. Les directeurs d'établissements qui ont lancé une pétition pour sauver Paris de l'ennui ne mettent pas seulement en cause la cigarette, mais aussi l'indifférence des pouvoirs publics à l'égard de la nuit, qui emploie pourtant 15% des actifs. Amsterdam, par exemple, il y a un maire de nuit qui est dédié à cela. Ici, la nuit, c'est quelque chose qui fait un peu peur. On peut demander plus de tolérance et un peu de médiation pour éviter que tout se règle à coup de procédure judiciaire. Ça, c'est une première chose. On peut demander à ce qu'on aide les établissements à s'isoler acoustiquement. Et pour faire en sorte que les boules à facettes continuent de tourner, les signataires de la pétition demandent l'ouverture de nouvelles salles situées en périphérie de la capitale. Cela devrait faire moins de bruit pour les voisins. L'actualité sportive du week-end à présent, elle a été marquée par de nombreuses récompenses pour les sportifs français. L'argent pour les handballeuses au championnat du monde et le trophée de meilleur joueur français de football pour Johan Gourcuff. Le tout est résumé par Sylvain Milenvoix et Aviva Fried. Elle ressemble à ça et je vais la garder parce que c'est ma première médaille et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. À Noël, parfois au pied du sapin, un cadeau aussi merveilleux qu'inattendu. Comme une deuxième place au championnat du monde de handball pour l'équipe de France féminine, battue en finale 25-22 par une Russie plutôt remontée, ne pas envier ses bruyants voisins, c'est ça aussi l'esprit de Noël. Bon, l'or est plus belle, mais bon, je prends l'argent volontiers, il n'y a pas de problème. Autre cas de figure, le cadeau attendu mais qui fait plaisir quand même. Écoute, j'espère que c'est le premier d'une longue série. Dans Téléfoot ce matin, les trophées du meilleur joueur et du meilleur entraîneur français pour les Bordelais, Johan Gourcuff et Laurent Blanc. En prime, une victoire 4-1 hier soir contre Lorient et le titre honorifique de champion d'automne. Merci Mère Noël. La neige de Noël, aux Français donne des ailes, dicton tricolore de saison. 4e victoire de Jason Lamy-Chapuis en combiné nordique. 3e place de Johan Claret en descente et de Cyprien Richard en slalom géant. Bémol, la chute de Marie Marchand-Harvier, victime d'un léger traumatisme crânien, retour prévu après les vacances. Des vacances qui feront du bien aux équipes suisses et néerlandaises de bobsleigh. La semaine des fêtes, elles ont perdu les rênes de leur traîneau. Soyez prudents, Père Noël. Voilà, et puis d'autres exploits avec ces jeunes qui sont pris en charge par une magnifique troupe de cirque, la famille Fratellini. Cette dernière a créé une véritable école où elle forme les plus jeunes au trapèze ou au mime. Sylviane Mondet et Yves Le Bacon ont assisté aux démonstrations à Saint-Denis, près de Paris.
Ouh là là, il se fait craquer les doigts. Après l'école, certains enfants ont la possibilité de devenir des arbres. Oh, les géants, les arbres. On peut traverser la forêt maintenant. D'autres deviennent des chats. Ces enfants ont la chance d'habiter Saint-Denis dans le 93 et d'être inscrits à l'Académie Fratellini. Ils croisent nombre de professionnels. Ils ont les mêmes professeurs que les apprentis artistes. J'ai eu très envie d'être à sa place quand je l'ai vu sur un fil. J'ai jamais de ma vie pu monter sur un fil et à 5 ans de pouvoir vivre cette expérience et de goûter à des choses comme ça, c'est tout à fait extraordinaire, je trouve. C'est difficile à faire double supérieur. Ce mélange entre enfants du quartier, apprentis et artistes de renommée mondiale, c'est tout l'esprit et la force de cette école de cirque. C'est une école internationale, il y a beaucoup d'étrangers qui passent par ici. On a beaucoup d'intervenants qui sont encore artistes aujourd'hui. On sent le prestige et en même temps il y a une espèce de devoir presque de se dire je suis là, je suis pas dans une petite école quoi. Quand Annie Fratellini a fondé l'Académie avec Pierre Etex en 72, elle était déjà une musicienne et une comédienne confirmée. C'est ici qu'elle a inventé le cirque à la française. C'est un cirque assez minimaliste qui traite que du jonglage ou que du porté ou que du fil de fer. Souvent, ça a une tendance d'être plutôt un petit spectacle qui veut le rapport avec le public. Un cirque plus artistique, plus axé sur une ambiance, un univers. La formation est très personnalisée. Du coup, ça permet à chaque apprenti de développer son univers propre. Là, si tu appuies ici, ça la fait partir dans un endroit. Gaël, Sabrina et Simonet sont en première année d'apprentissage. Comme s'ils étaient bouchers ou pâtissiers, ils étudient et travaillent en même temps. Devant nous, ils créent ce numéro qu'ils joueront dans quelques mois avec des professionnels. Passer une journée à l'académie, c'est voir au travail de très grands artistes qui prennent des risques palpables, mais calculés. Ce sont des techniques qui sont dangereuses, donc il faut préserver les apprentis et les protéger, les parer, les accompagner pour ne pas qu'ils se blessent pendant l'apprentissage. Passer une journée à l'académie, c'est entrer dans un monde où chaque être est à la fois un héros et un enfant. Au cinéma, la sortie mercredi du nouveau film de Francis Ford Coppola, il s'intitule Tétro. C'est un film en noir et blanc, entièrement produit par le réalisateur, une sorte d'autobiographie qui relate les retrouvailles entre deux frères. Bénédicte Duran et Olivier Stambach nous le présentent. Certains disent de lui que c'est le Napoléon du cinéma. 23 films, 5 Oscars. Voilà. Le Parrain, Apocalypse Now furent des productions gigantesques. À 70 ans, Francis Ford Coppola a décidé de faire un simple film d'auteur. Tétro, est-ce que tu es réveillé? Ton frère est là. Normalement, on débute en faisant des petits films très personnels. On commence à être connu et puis on finit par hériter de super productions à gros budget. Eh bien moi, j'ai tout fait à l'envers. Benny va bientôt avoir 18 ans. Il est venu retrouver son frère aîné Tétro à Buenos Aires. Pourquoi tu me présentes comme ton ami et pas comme ton frère? Ce film, Coppola l'a écrit, réalisé et tourné avec ses propres moyens, loin d'Hollywood, en Argentine. Pour tout te dire, les gens d'ici savent pas grand-chose de moi. En toute liberté. Je m'en fiche aujourd'hui que ça marche ou pas. J'ai déjà une carrière et elle est derrière moi. Je n'ai plus rien à prouver. Pour l'instant, tu es très jeune, mais plus tard, tu comprendras. Secret de famille, ombre écrasante du père, thème cher au réalisateur du Parrain. Tout cela vient de mes propres souvenirs, de certaines choses qui me hantent encore. Sans être totalement autobiographique, j'en ai dit aussi long sur moi et ma famille que possible. Regardez comment Coppola place le personnage qui parle à droite en ombre chinoise. Comment t'as pu me faire une chose pareille? T'as violé notre serment. Comment son interlocuteur se retrouve ensuite dans le reflet du miroir. C'est les règles chez moi. Je suis chez moi ici. Mais même quand Coppola prétend ne faire qu'un petit film, il nous donne une magistrale leçon de cinéma. C'est toi et moi que ça regarde. Tétro, donc, qui sort mercredi. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, cette vague de froid qui sévit sur la plupart des régions. La neige est tombée en abondance tout le week-end. La circulation est restée très difficile en ces jours de grand départ. L'alerte orange de Météo France concerne encore une trentaine de départements. Le trafic a aussi été perturbé dans les aéroports, les gares.
Ça semble s'améliorer, mais il y a encore de nombreux blocages, notamment l'interruption du trafic des Eurostars qui reprendra au mieux demain. Donc sur le plan météorologique, ça semble tout de même s'améliorer avec une petite remontée des températures. C'est ce que vous dira dans un instant Catherine Laborde, qui reviendra donc sur tout cela. Et puis encore du cinéma avec un grand film, un grand classique, La Grande Vadrouille, interprété, vous le savez, par Louis de Funès et Bourvil. Pour l'information, demain vous retrouverez Jacques Legros à 13h et Harry Roselmack à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée, de belles fêtes de fin d'année. Vous retrouverez vendredi prochain Julien Arnaud pour tout le week-end. Je vous remercie de votre fidélité. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr. C'est une maison vendéenne, une maison de vacances qui doit dater du fin du XVIIe. J'ai essayé d'avoir une maison qui corresponde vraiment à nos goûts. Donc nous avons une passion pour l'art contemporain, nous aimons beaucoup le mobilier industriel, le minimalisme, des meubles qui répondent à l'essentiel. J'ai beaucoup travaillé l'éclairage. On a chiné des lampes industrielles, des lampes contemporaines, et avec une envie de pouvoir varier aussi de l'éclairage. Et avoir un éclairage qui fonctionne bien suivant les ambiances que l'on veut donner. C'est une galerie privée et j'espère bien pouvoir la faire visiter au maximum de personnes. Donc le jour où je passerai plus de temps à Noirmoutier, j'en ferai peut-être une galerie ouverte au public. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec le magasin Leroy Merlin. Allure Homme Sport, Chanel. There are flowers in my room and they don't need a job. They just need time to grow and die. And it's guiding my steps all along the pavement up in the sky. There's someone behind and it's guiding my steps up and down the line. Kenzo, le monde est beau. Ne quittez pas. Un conseiller va prendre votre appel. Ça m'aurait étonné. Ça fait que 15 minutes qu'on attend. Bon, ça suffit. Je propose qu'on choisisse une nouvelle assurance et qu'on en trouve une qui s'occupe vraiment de ses clients. Chez Allianz, nous avons plus de 150 000 professionnels dans le monde, dont un qui vous suit personnellement. Allianz, avec vous de A à Z. À défaut de gagner beaucoup d'argent, j'en dépense très peu. Avec Free, je paye 29,99 € par mois et basta la vista. Il n'y a pas d'abonnement téléphonique en plus, pas de modem à louer. Il y a même un magnétoscope numérique inclus. Avec toutes ces économies, j'ai pu acheter ma tranquillité. J'ai fait un cadeau à ma mère. Ciao maman, bonnes vacances, à l'année prochaine. Il a Free, il a tout compris. Internet, téléphone, télévision pour 29,99 € par mois. Mylène Farmer, son nouvel album live. Numéro 5, On Tour, le nouvel album live de Mylène Farmer. Kinder Chocobon à Noël. Des chocos bons pour les enfants et pour les parents. C'est qui amuse les petits et les grands aussi? C'est qui? C'est Jiffy. Jiffy des idées de génie. Les Pyrénéens de Lindt. C'est une recette unique où le chocolat fondant encore chaud est cristallisé par le froid pour créer un pur lingot de fraîcheur. Les Pyrénéens, le chocolat frisson par les maîtres chocolatiers Lindt. Keller invente Pro Express Anti-Calque. Avec son collecteur de tartre exclusif, votre centrale vapeur dure encore plus longtemps. Le secret. Personne ne sait ce que vraiment je suis. Je suis ange ou démon et personne ne le sait. Ange ou démon, le secret. Le nouveau parfum de Givenchy. Oh,
c'est Noël. 1 € la deuxième machine. Café Malongo. Un vrai expresso. Bah pour moi qui ai toujours eu des rapports sexuels avec les femmes, mettre le préservatif c'est évident. Donc savoir aborder le sujet, savoir quand est-ce qu'on le sort, enfin tout ça c'est des choses naturelles. Avec un homme, bah là je savais pas en fait comment ça allait se passer. Et puis en fait on a sorti un préservatif tous les deux en même temps et voilà, donc parfois on se prend un peu la tête pour rien. On est tous à un moment ou à un autre concernés par le préservatif. Et vous, vous en êtes où? On a tous dans le cœur des moments clés de notre vie. Avec Sanofi Aventis, l'essentiel, c'est la santé. On a tous dans le cœur. J'ai vécu des moments forts liés à la chanson des Restos du Cœur. C'était en fait le début des Restos du Cœur, donc cette chanson elle était partout, on l'écoutait partout et